Donc pour nous faire connaître, c'est assez simple, hein. On travaille avec quelques influenceurs, on fait également des dégustations, et ça, ce sont des choses qui marchent très très bien, surtout les dégustations. Donc en général, quand on goûte du Malindo, derrière, on veut acheter du Malindo. Bienvenue sur les voies du e-commerce, le podcast pour accélérer sa stratégie e-commerce et retail. Le temps de ces épisodes, nous disséquerons les expériences de commerçants, sociétés et startups qui ont franchi le pas de la digitalisation, que ce soit en amont ou bien en réaction à la crise sanitaire. Je suis Claire Dolez, coordinatrice éditoriale de Paris Retail Week, le salon qui réunit la communauté du e-commerce et du commerce connecté, qui se déroulera du 28 au 30 septembre 2021 à Porte de Versailles. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Driss Bougachiche, fondateur de Malendo, marque de thé, tisane et rooibos qui a vu le jour entre la Malaisie et l'Indonésie et qui s'est fixé pour objectif de faire voyager ses clients à travers la dégustation. Il sélectionne pour cela des produits bio, de qualité, ne contenant que des arômes naturels. Au cours de cette émission, Driss nous présentera sa marque et ses différents canaux de commercialisation. Il nous racontera également pourquoi et comment il s'est lancé dans le e-commerce, les solutions qu'il utilise, les résultats obtenus, les obstacles qu'il a pu rencontrer, mais aussi ses victoires. Enfin, il vous donnera de précieux conseils pour faire vous aussi le grand saut dans l'univers du e-commerce. Bonjour Driss, je suis ravie de vous accueillir. Bonjour. Bienvenue sur les voies du e-commerce. Alors, vous allez répondre à quelques questions. Et la première, c'est pouvez-vous nous décrire rapidement votre société et les produits ou services commercialisés? Malindo, donc c'est une marque de thé bio. Pourquoi Malindo déjà? Parce que voilà, c'est la contraction de Malaysia et Indonésia, et il y a toute une histoire autour de la marque. Oui. Parce que ce nom, voilà, il découle quand même d'une belle histoire. Durant un voyage en Malaisie et en Indonésie, justement, entre ces deux pays, j'ai découvert le thé. C'est magnifique, hein, on voit les champs de théiers à perte de vue. C'est quelque chose, voilà, qui m'a touché. Et forcément, en Asie, le thé est incontournable, hein. Donc j'ai eu l'occasion de goûter du thé. Et lorsque j'ai goûté, je me suis dit d'accord, mais en fait c'est ça le thé. Donc j'étais étonné en fait, parce que moi j'avais l'habitude de consommer ce que consomment beaucoup de Français, hein. Ouais. Donc voilà, j'allais dans les supermarchés acheter mes petits sachets de thé. Et donc voilà, là je me suis pris une claque. Alors je me suis intéressé aux produits, j'ai fait quelques recherches et j'ai pris beaucoup de plaisir à faire ça. Alors je me suis dit pourquoi pas faire quelque chose autour du thé. Au moment donné, je me suis dit pourquoi pas fonder sa propre marque de thé. Comme ça au moins je pourrais faire découvrir ce magnifique produit aux consommateurs français. Et je me suis mis à chercher un nom et là j'ai trouvé le nom Malindo. Alors pourquoi j'ai trouvé ce nom-là? Parce qu'en fait pendant mon voyage, j'ai rencontré un vieil homme qui s'appelait lui-même Malindo. Il s'appelait Malindo, pourquoi? Parce qu'il avait un parent malaisien et un parent indonésien. C'est pour cela qu'il l'avait appelé comme ça. Alors moi, du coup, j'ai fait le rapprochement avec le thé. Je me suis dit, moi, c'est presque la même histoire, mais avec le thé. et du coup, voilà, j'ai donné ce nom à la marque de thé. Et donc voilà, aujourd'hui, on propose du thé bio. Tous nos produits sont 100% bio. On est certifié. On travaille aussi avec un organisme qui s'appelle l'Ethical Tea Partnership, qui, en plus de s'assurer que tous les produits sont bio, ils vont s'assurer des bonnes conditions de travail des cueilleurs de thé, de la sécurité, des salaires. Donc voilà, donc c'est un plus. Donc on commercialise du thé en vrac essentiellement pour les professionnels et les particuliers. D'accord. Et alors, quels sont les canaux de commercialisation? Pour nous aider à commercialiser tout ce thé, on a notre site internet déjà, où là on va toucher beaucoup de particuliers. Ensuite, on a tous nos professionnels. On a des salons de thé. On travaille avec des galeries d'art, des concept stores, des restaurants, des hôtels. Donc voilà, c'est très très large. Après, on a d'autres canaux sur le web. Mais voilà, on travaille avec plusieurs acteurs qui nous permettent d'être un peu plus d'être présents et de nous faire connaître plus facilement. D'accord. Et vous avez votre boutique en ligne? On a notre boutique en ligne, exactement, malindo.fr. Et en quelle année est-ce que vous avez commencé justement cette vente en ligne? Alors, ça a commencé en 2016. Et pourquoi finalement un site e-commerce? Moi, à la base, je viens du e-marketing, du e-commerce. Donc, pour moi, c'est un petit peu la facilité. Mais pas que. Avoir un site e-commerce est une chose qui est incontournable. Même si quelqu'un ne peut pas faire de la vente en ligne et qu'il a un commerce, il va avoir au moins un site vitrine. C'est le minimum. Et un site e-commerce, pourquoi? Parce que ça permet de se faire connaître auprès de
de centaines de milliers de personnes, voire des millions de personnes. J'avais conscience de l'importance d'avoir un site internet, puisque je travaillais pour beaucoup d'e-commerçants. C'est vraiment incontournable. Et aussi parce que ça laisse beaucoup de perspectives. Le fait d'avoir un site internet, on peut faire pas mal de choses, on peut travailler sur des projets très intéressants, ça permet de se faire connaître. Voilà, donc il y a beaucoup d'avantages. D'accord. Alors, vous avez créé votre société, la marque Malindo en 2016. J'ai envie de savoir comment est-ce que vous avez vécu la crise de la Covid-19. Est-ce que finalement, elle a été un catalyseur pour vous? Comment est-ce que vous l'avez vécu? Alors, on a des clients professionnels, on a des clients particuliers. Cette crise-là, elle a eu un impact différent sur ces deux typologies de clients. Donc, pour les professionnels, forcément, ça a eu un effet négatif. Voilà. Quand on sait que tous les salons de thé, tous les restaurants ont été fermés pendant plusieurs mois, ben forcément notre activité a été impactée. Par contre, pour les particuliers, on a eu une très belle hausse de l'activité. Donc ça a été un très bon catalyseur pour le business qu'on a avec les particuliers. Donc voilà, on en a bien profité. Et là, ça reprend son cours maintenant. D'accord. Et comment est-ce que vous avez fait justement pour vous, entre guillemets, vous faire connaître d'autant plus justement auprès de vos particuliers ou rester présent, notamment auprès de votre clientèle B2B? Donc pour nous faire connaître, c'est assez simple. On travaille avec quelques influenceurs. On fait également des dégustations. Et ça, ce sont des choses qui marchent très très bien, surtout les dégustations. Donc en général, quand on goûte du Malindo derrière, on veut acheter du Malindo. Comment ça se passe les dégustations? Racontez-nous tout. Alors récemment là, j'ai été invité dans un espace de coworking qui regroupe pas mal d'entreprises. Donc voilà, on organise des goûters à certains moments de la journée. Et durant ce goûter-là, j'ai pu présenter les produits, les faire déguster, échanger avec les gens. Ça permet de voir les réactions. On donne quelques conseils parce que voilà, en France, la préparation du thé, c'est pas encore ça. Donc c'est un échange avant tout. Ça, c'est très convivial. On raconte l'histoire de la marque et par la suite, voilà, il y a des gens qui veulent découvrir des produits. On leur fait découvrir et ça se passe très très bien. Et en général, voilà, quand quelqu'un goûte, il est assez étonné de la qualité des thés. Donc là, vous comptez sur finalement le bouche à oreille pour vous faire connaître. Exactement. Sur ce type de produit-là, le bouche à oreille, ça marche très très bien. Et avec les influenceurs, comment ça se passe? On va leur envoyer des produits pour qu'ils puissent goûter et parler de nos produits. Voilà. Nous, on va pas demander à une personne de parler de nos produits sans qu'elle les ait goûtés. Voilà, je sais que c'est des choses qui peuvent se faire quand il y a rémunération, mais nous, on veut vraiment que le produit soit testé. Et ensuite, il en parle sur ses réseaux. C'est libre à lui d'en parler. On est très très flexible. On n'est pas très contraignant, c'est-à-dire que voilà, la personne, elle est libre. Et on va pas la forcer à dire telle chose ou telle chose. Oui. Non. Et comment est-ce que vous les sélectionnez? En fait, on les sélectionne en fonction de profils particuliers. On va voir un petit peu de quoi est-ce qu'ils aiment bien parler. Leur cible également, parce que ça nous intéresse énormément. Nous, on a essentiellement une cible féminine. On va dire que c'est du 75%, 25%. Donc voilà, en fonction de leur cible, en fonction également de la qualité du contenu qu'ils vont publier. De la fréquence, des échanges qu'ils ont aussi, ça c'est important pour nous, des échanges qu'ils ont avec leur communauté, s'ils sont très actifs, s'ils ne sont pas actifs. Donc voilà, on a pas mal de critères, je ne vais pas tous vous les citer, mais en gros on a un tableau dans lequel on a différents critères et on va intégrer, et on va mettre des notes à chaque fois et en fonction de l'indice qu'on aura, du score qu'on aura, on pourra savoir si on peut travailler avec lui ou pas. D'accord, c'est intéressant, Driss, parce que c'est vrai que les auditeurs qui nous écoutent peuvent s'interroger sur cette stratégie d'influence, et de savoir comment on opère, notamment pour se faire connaître. Et c'est vrai que les réseaux sociaux, les influenceurs font aujourd'hui partie intégrante justement de cette stratégie e-commerce. J'aimerais à présent que l'on parle des solutions digitales que vous utilisez pour vendre sur Internet. Parmi les solutions qu'on utilise, donc déjà il y a les plateformes d'affiliation avec lesquelles nous travaillons et qui sont un bon levier pour faire connaître son business et aussi pour développer son chiffre d'affaires. Donc c'est un modèle qui est très intéressant puisque ça a la performance. Et en plus de ça, l'avantage des plateformes d'affiliation, c'est qu'elles vont nous permettre de nous mettre en relation avec beaucoup d'affiliés qui vont pouvoir promouvoir nos produits, chose qui est très compliquée si on veut faire ça tout seul. C'est même impossible. On peut pas avoir autant de volume. Après, on a tout ce qui est publicité. Publicité Google, Facebook et Instagram, tout ce qui est payant. Donc là aussi, ce sont des leviers qu'on active de temps en temps. Après, il y a beaucoup de marketplaces qui sont spécialisés, comme certaines dans le bio, dans le bien-être. On essaye de travailler avec le maximum de ces places de marché parce qu'elles
elles offrent un trafic de qualité déjà, parce que ça correspond tout à fait à notre cible, et ça nous donne aussi de la visibilité. Et le modèle économique est également assez intéressant. Voilà, donc on paye un pourcentage sur le chiffre d'affaires généré, donc c'est tout à fait transparent pour l'annonceur. Hein. C'est ce qui est intéressant. Et comment est-ce que vous les sélectionnez justement? J'ai entendu que vous aviez des critères en fonction du fait qu'elles soient bio, des choses comme celle-là, mais qu'est-ce qui vous pousse justement à les choisir? Alors, ce qui nous pousse à les choisir, c'est vraiment le fait qu'elles soient spécialisées. C'est vraiment ça. On va pas aller sur une place de marché sur laquelle on retrouve des téléviseurs, des machines à laver, des vêtements et puis du thé. Non, on va vraiment se concentrer sur des places de marché qui sont spécialisées. Ça peut être dans le bio comme ça peut être dans des produits bien-être. Mais voilà, pour nous, ça c'est important parce qu'on sait qu'à partir de là, à partir du moment où la place de marché est spécialisée, là, on aura un travail déjà qui sera fait et qui sera de qualité de la part de la place de marché en termes de contenu. C'est ce qu'on peut constater hein. Quand on compare une place de marché spécialisée et une qui ne l'est pas, on voit la différence. Hein. Elle est énorme. C'est pas du tout la même orientation. Donc il y a ça ça c'est un critère qui est très très important pour nous. C'est un petit peu comme pour nos clients professionnels. On va pas travailler avec n'importe quel client pro. C'est pareil. On va s'orienter vers des profils qui nous ressemblent. Donc voilà, une épicerie, d'accord, mais pas n'importe laquelle. D'accord. Il faut que ce soit bio, par exemple. Par rapport aux valeurs également, on va regarder quelles sont les valeurs qu'on partage. Vous savez à peu près dans combien de points de vente aujourd'hui vous êtes référencé? En fait, ça va vite là depuis la reprise. En fait, là, on a eu un gros boom. Après, c'est pas forcément des points de vente. Hein. Nous, on a plus de partenaires qui vont proposer nos thés à leur clientèle sans faire de la revente, mais qui vont mettre en avant notre marque. Donc aujourd'hui, on peut pas vous trouver véritablement dans un point de vente. On peut, mais on est rare. J'aimerais savoir aussi également, Driss, s'il y a une solution que vous préférez, si oui, pourquoi? Alors, la solution digitale que je préfère, c'est les plateformes d'affiliation. J'aime beaucoup travailler avec les plateformes parce que ça nous permet de toucher différents types d'affiliés. Donc aussi des blogueurs, que des influenceurs, que des youtubeurs, que des plateformes de cashback. Voilà, c'est très très large. On peut faire pas mal de choses à partir d'une seule plateforme. Et ça, je trouve ça assez fort pour un site e-commerce qui est assez jeune et qui souhaite se développer. Donc c'est vraiment un levier à ne pas mettre de côté. Et malheureusement, c'est souvent mis de côté, soit parce que la marque n'a pas le temps de s'en occuper, soit parce qu'elle n'a pas connaissance de l'existence de ces plateformes-là. D'accord. J'aimerais à présent savoir si vous avez rencontré des obstacles justement dans votre stratégie e-commerce. Oui, j'ai rencontré des obstacles, en particulier lorsque nous avons déposé la marque Malindo. On a eu une société qui nous a contacté, une très très grosse société qui est très connue. Et en gros, voilà, on a été un petit peu surpris de ça. Mais en gros, ce qui nous était demandé, c'était de changer le nom de la marque. Et ça c'était un obstacle parce que vous imaginez, hein, on avait très très bien avancé. On avait le conditionnement, on avait beaucoup de choses, on avait commencé à communiquer. Donc voilà, ça peut être un obstacle. Il faut faire très très attention. Même s'il y a des outils qui permettent de s'assurer que la marque qu'on dépose, elle n'a pas été déposée par quelqu'un d'autre. Il y a quand même il faut quand même creuser. Il faut quand même creuser. Peut-être que des fois, ça vaut le coup de faire appel à une société qui va approfondir les recherches. D'accord, c'est un très bon conseil. Et j'aimerais à présent parler des résultats que vous avez obtenus aujourd'hui. Alors, nos résultats, ils sont en constante évolution. Donc ça, c'est un bon point déjà. Hein. Régulièrement, chaque mois, on progresse. Pour les professionnels, donc on a une progression qui est très très forte par rapport au début, forcément, hein, c'est pas comparable. Hein. Mais en quelques mois, on a dû faire du 400% de progression. Donc c'est énorme. Pour les particuliers, on a fait un 200% de progression. Là, ça se stabilise. Bon, c'est normal, on est en période creuse aussi pour le thé. Oui. Voilà. Donc on espère qu'à la rentrée, ça va repartir. Très bien. Et alors, quelles sont finalement pour vous les prochaines étapes concernant votre commerce online? Les prochaines étapes, nous, on aimerait bien intensifier la prospection auprès des professionnels.
parce qu'on sait que nos produits, ils marchent très très bien, ils plaisent énormément. Mais jusqu'à présent, on n'a jamais prospecté, on s'est toujours fait démarcher. Donc ça c'est plutôt positif pour nous, hein. Donc maintenant, vu qu'on commence à avoir de l'expérience, voilà, on a envie d'être un peu plus agressif. Après, on a également d'autres projets, hein. Il faut qu'on développe la gamme. Là, actuellement, on a 120 produits, donc c'est déjà pas mal. On aimerait développer la gamme et proposer des produits un petit peu plus originaux que ce qu'on propose. Bon, on a quand même des choses qui sont pas mal, hein, comme des tisanes de légumes, par exemple, hein. Donc voilà, c'est pas des produits qu'on trouve partout, hein. Mais voilà, on a envie d'innover un petit peu aussi. Est-ce que par exemple la stratégie offline, les boutiques physiques, ça fait partie justement des prochaines étapes ou c'est pas encore Oui, bien sûr, ça fait partie, hein. Ça fait partie tout à fait. Surtout qu'on a pas mal de demandes, des demandes qu'on parfois, voilà, on peut pas assouvir. Alors, Driss, en une phrase, quel serait votre premier conseil pour tous ceux ou celles qui vont se lancer dans la vente en ligne? Alors, pour tous ceux et celles qui se lancent dans la vente en ligne, prenez votre temps, travaillez bien votre produit, votre offre, le prix aussi, le pricing, c'est très très important. Souvent, la personne, elle va se lancer, elle voit que les bénéfices, mais derrière, elle oublie qu'il y a beaucoup de coûts qui peuvent venir. Donc, il y a le transport, il y a la TVA, il y a beaucoup de choses. Il faut essayer d'aller voir beaucoup plus loin en fait. C'est un conseil très 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 basique, mais malheureusement, ce basique-là, souvent, il n'est pas respecté. Et pour tous ceux qui ont déjà un site internet, est-ce que vous avez un conseil à leur donner? Pour ceux qui ont un site de vente en ligne, je vous conseille, il ne faut surtout pas se reposer sur ses lauriers. Voilà, le digital, c'est quelque chose qui va très très vite. En quelques mois, un site, il peut devenir pas obsolète, mais il peut devenir très désavantagé par rapport à certains. Ça va très très vite. Faites attention, essayez de penser 6 mois à l'avance. Ça aidera énormément. Ça permettra d'anticiper certaines choses. Et il faut vraiment se tenir au courant de ce qui est fait, des innovations, des dernières nouveautés et les mettre en place. Il faut surtout pas trop attendre parce que sinon, un jour ou un autre, on peut le ressentir ça. Et malheureusement, il y a beaucoup de sites qui sont touchés par ça. C'est-à-dire qu'ils vont pas faire ce travail de veille et de mise à jour de leur site. Et voilà, pendant 2 ans, tout va bien, mais un jour, voilà, plus rien ne va. Et là, ils se rendent compte que c'est parce que il y a 2 ans, il y a eu ça, et ils n'ont pas fait les causes pour être à jour aujourd'hui. Très bien. Et merci beaucoup, Driss, pour vos précieux conseils, ce partage d'expérience. J'ai vraiment été ravie d'échanger avec vous, d'en apprendre plus sur votre marque de thé, Rooibos, Malindo. On aura l'occasion, j'espère, de pouvoir tous déguster. Merci beaucoup. Merci à vous. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est sûrement que l'épisode vous a plu. Alors n'hésitez pas à mettre une note Apple Podcast, iTunes, Spotify ou Deezer, vous abonner ou tout simplement le partager. Ça nous aide à gagner en visibilité et ça aide d'autres professionnels du e-commerce curieux et passionnés comme vous à découvrir le podcast Les Voix du e-commerce. Pour accéder à plus de contenu encore, n'oubliez pas de créer votre profil sur Paris Retail Week Connect, la nouvelle place de marché du e-commerce et du commerce connecté disponible à l'année. Sinon, on vous donne rendez-vous sur Paris Retail Week les 28, 29 et 30 septembre prochains pour la grand-messe du e-commerce et du commerce connecté. À très vite.